Bienvenue au balado L'Astuce, un espace dédié aux professionnels de la finance au Québec, où l'expertise rencontre la pratique. Dans cet univers auditif et visuel, nous vous proposons deux types de contenus. Tout d'abord, chaque mois, nous accueillons des invités de renommée qui gravitent autour de l'industrie des services financiers. Qu'il s'agisse d'avocats, de notaires, de comptables, de fiscalistes, de planificateurs financiers ou de hauts dirigeants de cabinets et d'entreprises. Leur expérience et leurs perspectives éclaireront votre compréhension de ce secteur dynamique. Ensuite, chaque semaine, plongez avec nous dans l'analyse minutieuse de stratégies et de théories financières et fiscales. Condensées en épisodes de 5 à 10 minutes, préparez-vous à découvrir des astuces précieuses pour naviguer avec succès dans le monde complexe de la finance. Bienvenue au balado L'Astuce de cette semaine, de ce mois-ci en fait. Ce mois-ci, je reçois quelqu'un que je suis vraiment content de recevoir en fait. Puis il sait parce que j'y ai dit avant, mais c'est quelqu'un qui m'a inspiré beaucoup dans ma façon d'enseigner tout le volet pédagogique. Mais je reçois Carl Thibault, vice-président chez IG Québec et Atlantique. Carl, merci d'être présent ici aujourd'hui. Bien, ça me fait grandement plaisir d'être là. Puis c'est un plaisir partagé. On s'est côtoyé à différents moments dans les dernières années. Ça a toujours été un plaisir de le faire aussi. Ouais, ça fait longtemps. À cette époque-là, j'avais 19 ans, si je ne me trompe pas. Fait qu'une dizaine d'années plus tard. Ben, merci d'être là, Carl. Avant de rentrer dans plusieurs sujets qu'on veut parler aujourd'hui, on va parler de distribution, on veut parler d'intelligence artificielle, la chaire, IG. Ouais. Il y a plein de sujets à discuter aujourd'hui, mais avant, j'aimerais ça pour les gens, parce que les gens IG connaissent, mais malgré que les gens ailleurs dans l'industrie le connaissent de plus en plus à cause de ton implication, mais j'aimerais ça que tu me parles un peu de ton parcours professionnel qui t'a amené, oui, chez IG, mais tout ce que tu as fait autour enseignement, tout ça, c'est complet, là, Carl Thibault, puis c'est complexe. Bien, écoute, merci Daniel. Je vais essayer d'aller rapidement à cet effet-ci. Effectivement, là, bon, j'ai une formation en comptabilité, fait de maîtrise également, MBA là, en comptabilité avec une portion approfondie en finance. On dit souvent les gens à quel âge tu as arrêté l'université? Bien, dans mon cas, je ne l'ai jamais arrêté parce que dès la fin de mes études, je faisais déjà des mandats avec certains professeurs à l'époque, des mentors là, que j'avais à l'Université Laval. Et immédiatement à la fin de mon MBA, je commençais à enseigner en comptabilité. Surtout en comptabilité, premier, deuxième cycle que je faisais comme chargé d'enseignement. Et rapidement, après ça, une année et demie après, bon, j'avais du plaisir, j'aimais ça. Et j'ai fait une rencontre d'une personne qui aura changé ma vision. Puis c'est important de le mentionner parce que plusieurs personnes qui œuvrent aujourd'hui dans le secteur financier ont peut-être eu une approche similaire. Pour moi, je dois dire au départ, j'avais un intérêt pour le milieu financier qui était plutôt limité. J'avais en tête ce qu'on peut avoir en tête, est-ce qu'on va aller vendre des REER, puis j'allais dire CELI, mais il n'y en avait pas dans ce temps-là, mais des REER, et vendre des outils de placement quelconques, des assurances, ça ne me tentait pas vraiment. Ça ne m'attirait pas vraiment. Jusqu'à temps que je rencontre, par hasard, par accident quasiment, quelqu'un à ce moment-là qui était chez IG et qui a changé ma manière de voir les choses. Il a dit non, mais si on y va avec une approche de planification financière, une approche qui sera de prendre une photo des individus, de regarder où est-ce qu'ils veulent aller, puis de dresser les chemins pour s'y rendre en incluant toute la complexité. Et ça, bon, ça n'a pas été immédiat, mais ça a pris peut-être un an. Ensuite, j'ai décidé de débuter dans cette industrie-là. J'ai été conseiller. J'ai été, ce qu'il y avait à l'époque, on appelait ça directeur de division. Donc, tu as une pratique, mais tu t'occupes aussi d'aller chercher des gens dans l'industrie qui pourraient, et des gens qui seraient intéressés par l'industrie à débuter. Tu as encore du coaching? Encore du coaching. Moi, je vais le dire d'entrée de jeu, j'ai souvent dit ça aux gens. En enseignement, dans tous les rôles que j'occupe dans ma vie, que j'ai occupé, là, on aurait pu sauver ces cartes d'affaires. Malgré, je ne me rappelle pas la dernière fois, j'en ai fait imprimer une, là, mais mettons qu'on le faisait encore. Il aurait pu remplacer tous les titres que j'ai eus par coach. C'est vraiment comme ça que je le vois. Je coach encore mes deux garçons au hockey d'ailleurs. J'ai toujours aimé le coaching de tout faire. Je trouve que c'est le côté le plus intéressant, l'humain en arrière. Et suite au parcours que je mentionnais, 3 années après, j'ai débuté un nouveau bureau à Québec à ce moment-là. Il y en avait déjà existant, mais on a créé un autre, le directeur régional. Toujours avec la même personne, Claude Paquin, qui est aujourd'hui président de IGM Québec, qui avait les rôles à ce moment-là de directeur et autres. Et par la suite, j'ai pris une portion de la vice-présidence du Québec en 2007. En 2011, j'ai pris une portion plus importante du Québec de tout ce qui est la distribution, mais aussi comment on allait modifier l'offre de service, comment on pouvait amener des connaissances plus importantes dans le réseau.
Et au courant des années, bon, ça s'est diversifié, travaillé avec l'Atlantique maintenant aussi. Toujours cette approche qui, pour moi, est la même, de dire, comment on fait pour amener les gens, dans ce cas-ci, les gens du réseau, avec un plus haut niveau de connaissance. Quand tu as quitté, mettons, le volet indépendant, là, travailleur autonome, vers employé de chez IG, c'était quoi l'objectif en arrière? C'était de pouvoir justement contrôler où cette entreprise-là s'en va? Parce que tu lâchais une indépendance pour une structure plus salariée? Écoute, c'est une excellente question, puis ça a été probablement la portion la plus difficile pour moi. Je viens d'une famille d'entrepreneurs. Je me considère encore aujourd'hui comme un entrepreneur. Oui, sous l'égide d'un employé, mais un entrepreneur qui peut développer. J'haïs ça quand ça reste calme tout le temps. C'est pas fait pour moi. Et ça a été très difficile de prendre cette décision-là. Décision que j'ai prise parce que le rôle qu'on m'avait présenté, il y avait une page blanche. Je disais, voici, écris les chapitres. Ça m'a intéressé, mais sinon, c'était très difficile pour moi de délaisser cette portion-là qui aurait été... je ne serais pas capable aujourd'hui d'aller dans une structure où tu dis, bon, ben, tu fais ça telle heure, telle autre et ça. Et blague à part, j'ai 3 enfants, on a 3 enfants, là, 3 magnifiques enfants, puis évidemment, durant ces années-là, il n'était pas encore là où il arrivait. Puis je me souviens toujours quand j'avais dit à ma conjointe qui m'a toujours supporté de manière incroyable dans tous ces projets de fou-là que j'avais. Écoute, je vais changer d'occupation. Je vais probablement être encore plus occupé. Je vais probablement sauver de l'impôt parce que je vais avoir un revenu brut moins élevé à la base. Puis, tu sais, les enfants arrivent et tout ça. Fait que, bon, mais je pense qu'elle connaissait bien le moineau, comme on dit, puis c'était correct. Mais ce qui me stimulait, c'est comment on peut amener... pour moi, quand on travaille avec des clients, c'est tellement une démarche importante. On peut changer littéralement là, le cours de certaines vies là, positivement en s'assurant de mettre en place des stratégies. Puis je me disais, bien, est-ce qu'il y a moyen d'amener ce leadership-là à un autre niveau? Pour moi, le leadership est présent partout. Quand tu travailles avec une clientèle, il faut un leadership assuré qui est là. Il y a toujours un leadership en place. En ce qui me concerne, c'est toujours ton leadership, tu vas l'adresser avec qui, de quelle manière. Et j'ai toujours continué depuis ce temps-là aussi à enseigner aussi comme chargé de cours. Ça s'est étendu un peu là, en finance, en planification financière aussi, à temps plus limité qu'à une certaine époque. Mais j'ai toujours aimé ce goût-là, j'ai toujours aimé cette portion-là, j'ai toujours mes permis également. Pour moi, c'est important de savoir au quotidien, nos praticiens, au jour le jour, le plus possible de me rappeler c'est quoi les difficultés, les enjeux rattachés à le faire d'une manière adéquate, puis en s'adaptant aux changements importants qui a lieu. On parle des changements technologiques, mais tellement de changements, les régulateurs et autres, qui amènent beaucoup de ces changements-là aussi. Alors, restez toujours impliqués dans cette portion-là. Il y a eu beaucoup de changements dans les 10 dernières, mais il y en a encore à venir, puis pas dans les 10, dans les 1, 2, 3 prochaines, non? Si ma lecture est bonne. Ça va être un changement majeur. J'en profite de faire une pause publicitaire d'ailleurs. Un des rôles que j'occupe, c'est président du comité directeur de la chaire en planification financière de l'Université Laval. Un des éléments qu'on va discuter, c'est le 24 mai prochain à Drummondville. C'est une journée sur l'intelligence artificielle qui va venir faire ressortir différents éléments sur le futur, à tout le moins ce qu'on voit, mais qui va toucher aussi, parce qu'il faut bien dire, à tous les membres de l'APFF, de l'Ordre des CPA, la Chambre des notaires, la CSF, l'AMF. Et on va aller voir là, comment ça va changer, justement. Tu viens de parler de changement, il va en avoir énormément. Quand on fait juste regarder l'intelligence artificielle, quand on regarde juste ChatGPT qui a de l'air d'être dans notre environnement depuis je ne sais pas combien de temps, alors que ça fait à peine 1 an qu'il est là, les impacts sont significatifs et je pense que notre industrie, comme d'autres, va être modifié de manière importante. Il y a une bonne strate de gens qui voient ça d'un mauvais œil. Moi, non. Je pourrais en parler plus en détail, mais je pense vraiment qu'on va pouvoir aller plus loin dans la complexité. Si on a des outils qui nous permettent d'avoir un minimum de complexité qu'on est en mesure d'avoir des solutions plus aisément, on va pouvoir pousser plus loin. Parce que j'ai toujours, on parle les plus grandes idées du monde, je suis le premier coupable là-dedans, mais tu as 24 heures dans une journée. De temps en temps, tu endors quelques-unes, puis tu vas voir les gens autour de toi, tu vas prendre une douche, tu fais des affaires. Il reste un nombre d'X, nombre limité de temps que tu peux mettre à des endroits. Puis pour moi, les changements vont être là, mais des changements que je vois positifs. Je vois positifs pour les gens qui vont vouloir, évidemment, s'y adapter, qui vont vouloir le voir comme une opportunité. J'aime toujours c'est peut-être ma déformation professionnelle, mais les analyses d'effets FOM. Je sais que l'appellation varie à certains moments donnés, mais
On sait de quoi on parle dans le fameux SWOT analysis. Puis, j'ai souvent vu, même dans l'enseignement que j'avais, dire une opportunité, une menace, il y a tellement de lignes minces entre les deux. Puis, je dirais souvent, ça dépend même j'ai moi de l'expression, mais du mindset, hein, de l'état d'esprit qu'on va avoir par rapport à cette opportunité, à cette menace-là qui est bel et bien en place aussi. Mais en intelligence artificielle, on va y aller, on a plusieurs questions, mais on se promènera là-dedans. Tu sais, il y a un cabinet aux États-Unis, tu as peut-être entendu parler de ça, qu'il est impliqué beaucoup, il y en a plusieurs qui le font déjà, mais dans le fond, lui, ce qu'il vend à ses conseillers, c'est moi, je vous libère du temps pour faire justement vos jobs de planification, tout ça, ou pour vendre plus, là, tout dépendant de l'angle qu'ils veulent apporter. Puis l'intelligence artificielle, ce qu'elle fait, c'est que oui, elle écoute les rendez-vous, mais elle prépare les documents, elle prépare les notes. Fait que finalement, la job plate du conseiller, ce qu'il déteste faire, fait que dans le fond, là, la menace, pour lui, c'est vraiment une opportunité de dire je suis capable de libérer peut-être 20% de ma semaine parce que j'ai libéré. Mais... Fait que tu sais, c'est pas juste une menace, mais c'est des opportunités quand même importantes là, pour. Absolument. D'où le fait qu'il y a quelqu'un qui va dire ben je vais gérer ma capacité, mon temps de manière différente. Puis, malheureusement, s'il y a des gens qui font partie de l'ARC ou du ministère des Revenus, j'ai plusieurs collègues et amis qui y travaillent, mais disons que si on voulait amener plus de simplicité dans le système fiscal québécois, disons qu'on aurait échoué. J'ai souvent la blague, il faudrait quasiment jouer au hockey le dimanche soir, on met un bâton dans le milieu puis on repart. Il faudrait quasiment faire ça. Des fois, il y a une complexité incroyable. Et ce qui fait en sorte que, justement, en même temps qu'on amène une technologie accrue, il y a une complexité importante. Puis le côté humain est tellement important. Nos gens aujourd'hui, c'est un couple de 65 ans, il y a quasiment une chance sur 3 qu'un des deux atteigne au moins l'âge de 94 ans. Qu'est-ce qui se passe si on a besoin de sommes supplémentaires? Les choses évoluent rapidement. Donc, le niveau de connaissance, ce qui est requis aujourd'hui, les compétences de base qui sont requises aujourd'hui sont bien différentes de celles d'il y a 20 ans, mais de 5, 10, 15 ans aussi. Et ça fait en sorte que quelqu'un qui dit, écoute, moi, je vais utiliser des technologies. ChatGPT, il y a même des gens maintenant qui font répondre sur votre téléphone avec des SMS, si tu le veux, des emails, si vous le souhaitez. Bon, en termes de confidentialité, j'ai parlé à un spécialiste récemment qui disait une question qui avait été amenée en intelligence artificielle. Il disait, moi, j'ai une préoccupation par rapport à la protection des informations personnelles. Il a souri en même temps de dire que, il y a déjà des enjeux, puis il y a des éléments qui sont en place quand les gens ils communiquent toute leur fin de semaine sur Snapchat ou sur Facebook ou ça. Il y a déjà une portion là, qui est amalgamée, mais je pense qu'au-delà de tout ça, sur le point que tu mentionnais, beaucoup plus d'opportunités. Moi, je le vois comme une immense opportunité pour les gens qui vont vouloir utiliser ces technologies-là pour pouvoir passer, tu le disais, passer plus de temps sur les choses qu'ils aiment. La majorité des gens qui sont dans le milieu financier, ce qu'ils aiment faire, c'est pas faire la côté admin ou autre, c'est de passer du temps avec leurs clients. Et ça, justement, je pense que ça va être possible de le faire plus, puis d'aller plus dans le détail, d'aller plus dans l'émotion. Hein. Moi, le premier, comme été praticien, on va parler de rendement, on va parler de tarification, on va parler d'outils. Puis évidemment, il faut être bon là-dedans. Hein. Mais en même temps, je pense que ça a déjà été un élément différenciateur, mais la technologie va faire en sorte que ce sera un élément qui va se ressembler beaucoup d'une organisation à l'autre. C'est un peu comme quand on va à l'hôtel puis qu'il y a un lit. C'est pas là de dire « Wow, j'ai un lit dans ma chambre, je suis vraiment choyé ». Non, ça sera plus ça l'expérience. On s'attend à un bon lit, des oreillers qui sont corrects. Les éléments de différenciation vont être une création de valeur qui est distincte. Et la preuve, souvent que je dis, puis je m'intéresse beaucoup à cet aspect-là, on sait que le cerveau humain, à moins qu'il ait des émotions importantes qui aient été créées, positives ou négatives, la mémoire court terme qu'on va ressentir, je suis loin d'être un psychologue, mais je m'intéresse beaucoup à ce côté-ci, c'est 2 semaines. Donc, si on n'a pas créé des expériences positives ou négatives, évidemment, on ne les crée pas, mais qu'on fait partie du processus, les gens oublient. Puis souvent, les gens disent, c'est pas vrai. Ouais, demandez à votre client c'était quoi son rendement il y a 3 ans. Pas il y a 32 ans, il y a 3 ans. D'après moi, il va se tromper avec un écart type de 2. Là. Il se trompe pareil. Parce que c'est pas significatif. Sur le moment, c'est significatif. Roller coaster, les montagnes russes, quand tu es dedans, j'aime ça encore, je vais faire avec les enfants, je trouve ça le fun. Tu es dedans, là, tu le ressens. Mais après, tu as des souvenirs, tu as des mémoires, mais l'impact ne demeure pas. Alors que d'aider les gens à régler des enjeux réels, que ce soit des enjeux de santé d'eux ou de leurs proches,
de perte d'être cher, de vente d'une entreprise, d'achat d'une entreprise, d'achat d'une première maison, de réaliser un voyage familial qui était un objectif de plusieurs années. Ça, les gens s'en souviennent. Ça, les gens s'en souviennent, puis ils vont se souvenir des gens qui auront été présents dans cette sphère-là. On avait récemment, avec l'Association de planification financière fiscale du Québec, une journée sur le transfert d'entreprise. On faisait ressortir un guide qui est élaboré par une multitude d'organismes au Québec. Puis, on parlait beaucoup des 6 étapes de la vente d'entreprise. Puis, rapidement, puis moi, ma formation professionnelle, on va dans la fiscalité, on regarde tout ça. Puis, en bout de ligne, on oublie souvent de poser des questions fondamentales. Vous allez faire quoi avec les sommes après? Puis, après avoir travaillé 32 heures par jour, je sais que c'est un peu plus élevé que ce qu'on pourrait généralement, vu qu'il y en a 24, là, mais souvent l'entrepreneur moyen, il va faire quoi après? C'est quoi les objectifs après? Je travaille, moi, des fois, avec des gens, justement, des excellents leaders, des praticiens qui vont aller vers la retraite. J'essaie de passer beaucoup de temps à leur demander qu'est-ce qu'ils vont faire après. Puis il n'y a pas d'enjeu financier, leur plan est correct, tout est là. Ils vont faire quoi? Puis ça, les gens, là, ça les touche énormément, d'avoir un accompagnement qui est là. Puis je pense que la technologie va nous permettre d'aller poser ces questions complexes-là. Va nous permettre d'aller passer plus de temps dans ces sphères-là. Il y a un livre que j'aime beaucoup, qui m'avait été référé, un livre qui s'appelle « Humans are Underrated ». Essentiellement, va traiter l'intelligence artificielle des technologies. Puis, évidemment, c'est un livre qui est fort intéressant à lire. Je ne vais pas prétendre le résumer en 2 phrases, mais il y avait 2 éléments importants que, tout le moins, avaient un impact pour moi. C'était, dans le futur, pour se différencier, pour profiter des opportunités. Ça va être fait pour les gens qui auront une intelligence émotionnelle accrue, qui iront dans cette sphère que je viens de discuter et qui seront très bons à régler la complexité. Donc, recommandation que je donne souvent, puis j'essaie de m'amener à moi-même, c'est d'être... c'est de ne pas être du one size fits all. D'être bon dans tout, mais pas vraiment expert dans rien. Ma conjointe et moi, puis ma conjointe encore plus, là, elle aime les sushis. Si je veux lui faire plaisir à son anniversaire, je pourrais l'amener, puis il y a des excellents là, buffets qui ont un paquet de variétés. Ils vont avoir des sushis, du steak, du spaghetti, c'est correct. Mais j'ai l'impression que là, ce qu'elle va me faire une demande particulière pour célébrer un événement particulier, elle va préférer d'aller dans une spécialité japonaise que d'aller dans un endroit où il y a de tout. Parce que, évidemment, on va prétendre que l'expertise va être plus approfondie si on a un nombre plus limité de sphères sur lesquelles on passe du temps, sachant que tout le monde a un temps limité, et de dire qu'est-ce que je vais faire à l'inverse. Alors moi, je pense que c'est ce que ça va faire à l'industrie, positivement, amener un niveau de connaissance. Puis c'est une des choses qui m'intéresse le plus dans la personne que je suis. Oui, c'est correct avec le rôle chez IG, mais le rôle que je tente de jouer avec les partenaires de l'industrie, puis j'ai un plaisir à le faire, c'est de dire bien, comment on peut revisiter ça ensemble? L'industrie, les autorités réglementaires, les universités, les différents ordres professionnels, la Chambre des notaires et autres, comment on peut travailler ensemble à monter ce niveau commun-là de service qu'on va amener à une population avec des besoins qui sont quand même plus complexes qu'auparavant. Parce que c'est ça, là tu me volais un peu la prochaine question, parce que pourquoi tu t'impliques autant dans l'industrie? Il y en a qui vont me dire, bah, mais Carl, c'est pour bien positionner IG et tout ça, mais au nombre d'heures que tu mets sur ces affaires-là, c'est pas juste pour augmenter la croissance de IG. Tu as un enjeu que, des fois, j'ai l'impression que si tel réseau de distribution, peu importe, si les institutions financières embarquent dans tout le monde gagne. C'est la collectivité, parce qu'il y a beaucoup de collectivité et non pas juste de... Ben, moi, je travaille pour une compagnie qui est cotée en bourse. Il y a vraiment beaucoup le volet collectivité dans ce que je ressens de ce que tu veux développer. Là. Absolument. Ça me stimule autant sinon plus, mais pour moi, c'est pas mutuellement exclusif. Je travaille avec l'achat, avec l'université, avec des partenaires. Je pense que collectivement, on a tous à gagner sur le point que tu viens de dire, à augmenter notre niveau moyen, si on veut, dans cette industrie-là. Il y a des concurrents d'excellente qualité et c'est ce qu'on souhaite dans tout modèle économique. Mais on doit, je pense, collectivement dire comment on peut mieux travailler. Puis, je vais reprendre des éléments que j'ai d'une famille d'entrepreneurs moi-même, que je le mentionnais précédemment. Puis, je vois à quel point ces gens-là travaillent fort, mettent beaucoup d'énergie dans ce qu'ils font, notamment au quotidien. Et quand arrive le temps de régler la complexité, je dis souvent qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et ça prend des gens qui vont les entourer, des divers professionnels, dont les gens du milieu financier, qui vont avoir les bons outils pour
pouvoir guider adéquatement. Je fais l'exemple des entrepreneurs. C'est le 3/4 des entreprises qui changent demain au Québec sur une décennie. Si collectivement, on n'aide pas à ça, on va tous perdre collectivement. Donc, il y a vraiment un morceau à dire, mais comment on fait pour amener un niveau? Comment on fait? Est-ce que c'est d'amener des regroupements? Je pense qu'on doit travailler ensemble. À certains égards, c'est sûr qu'on va compétitionner. C'est comme le milieu de la restauration. Wow. Oui, c'est sûr, il y a des restaurants quelque part qui vont regarder la même clientèle, mais en bout de ligne, ils travaillent souvent ensemble pour aller amener certains éléments. Puis ça, j'y crois. Puis une question qui me revient souvent, c'est celle que tu viens d'amener. Mais pourquoi tu fais ça avec l'industrie et autres? Ben, moi, je pense que collectivement, on doit dresser, là, je viens parler de la restauration, dressons un nouveau menu collectif qui tient compte de la complexité, des technologies, l'ensemble de l'industrie. Puis après ça, ben, quand je suis chez IG, ben, je vais cuisiner à mon tour. Chacun. Mais travailler ensemble à faire les meilleurs menus. Travailler ensemble à élaborer à quoi devrait ressembler ce menu-là dans l'écosystème québécois. Puis après ça, ben, chacun cuisinera différents sirop et autres. Mais je pense qu'on a tout à gagner. Si l'ensemble des institutions financières sont meilleures, le client gagne, mais l'ensemble des institutions financières gagnent aussi. Mais, tu sais, mettons, dans les dernières années, tu es un leader que ça a influencé d'autres réseaux, institutions financières, comme je vais donner l'exemple du titre de planificateur financier. C'est encore présent comme importance? Absolument. C'est absolument important. On veut que nos gens aillent chercher ça. Pourquoi? Mais c'est un peu dire, si on veut faire de la planification financière, d'avoir un minimum de connaissances rattachées à la planification financière va certainement aider. Alors oui, c'est un morceau-là. Et on travaille même avec des organisations comme la Chaire à aller pousser ça plus loin. Ouais. Est-ce qu'on peut développer de nouvelles formations, des formations de deuxième cycle qui vont être encore plus poussées à cet effet-là? On a des excellentes formations qui existent dans l'écosystème québécois, des excellentes universités. On a les MSC en fiscalité notamment, excellent programme de l'Université de Sherbrooke et autres, puis qui est fort recommandable. Mais on pense aussi qu'il peut y avoir une place pour d'autres programmes qui vont se spécialiser notamment pour les planificateurs, planificatrices financières, qui veulent avoir des connaissances accrues. Par exemple, dire, bien, j'aimerais savoir des connaissances accrues pour parler de la planification successorale au sein d'une corporation et de l'impact du budget Morneau. Ouais. Qu'est-ce que ça a eu maintenant dans les investissements passifs, puis de quelle manière on va avoir ça? Bien, pousser ça un maximum. Moi, je pense qu'on a gagné avec l'ensemble des instituts. Je dois féliciter au passage l'Institut de planification financière du Québec, l'Association de planification financière et fiscale, la Chambre des notaires, l'Ordre des CPA, le ministère du Revenu, le Centre de transfert d'entreprises du Québec et j'en passe, qui ont décidé collectivement de travailler ensemble à justement amener ce niveau-là. À amener, et ils s'influencent l'un l'autre. La Chambre de sécurité financière regarde étroitement ce qui se fait avec ces regroupements-là et chacun va s'influencer positivement. Puis c'est la plus belle chose que je vois. Pour moi, de voir de ces intervenants-là qui travaillent ensemble. Parce que, vous savez, les situations financières et fiscales des individus, c'est comme un énorme casse-tête. Puis, je pense que dans notre écosystème québécois, on a des excellents et excellentes professionnels dans toutes les sphères. L'enjeu n'est pas le professionnalisme des individus et la responsabilité qu'ils ont d'avoir une des pièces du casse-tête. L'enjeu, c'est qu'on met souvent les pièces du casse-tête à la fin, alors qu'il est trop tard, dans bien des cas. Alors, pour moi, de travailler ensemble, d'avoir des excellents collègues je pense, dans la majorité des grandes institutions financières, on a du plaisir à échanger, on partage certains enjeux, on partage certains éléments. Et pour moi, c'est au-delà de dire, bon, ben, il y a certaines firmes et autres. Je pense vraiment que le Québec est en train de créer quelque chose d'unique dans le marché canadien, à avoir cette collaboration-là, que je n'ai jamais vue auparavant. Puis je n'ai pas la prétention d'avoir tout vu ce qui se passe partout, mais dans les 20 dernières années, je ne me rappelle pas d'avoir vu des éléments similaires mis ensemble. Mais ça, je suis particulièrement fier là, de l'écosystème québécois de voir ça et je veux y contribuer à ma manière. Mais tu parles de, mettons, des surspécialisations puis tout ça, puis c'est vraiment important. Mais mettons, au Québec, 33 000 membres avec la Chambre de sécurité financière. Là-dedans, il y en a peut-être 4 700, 800 qui sont planificateurs financiers. C'est impossible d'avoir 33 000 planificateurs financiers avec ça. Il y en a qui n'ont pas de bac non plus. Mais quand QQPF a mis en place les programmes passerelles, aujourd'hui, l'Université Laval en a fait un, je pense que la TVQ en a fait un également aussi. Mais ça vient tout au départ qu'elle avait lancé ça avec l'IPA. Travailler avec l'Institut de planification financière, avec l'Université Laval, fort réceptif là-dedans aussi. Et oui, pour moi, c'est important. Justement, dire,
est-ce que, puis l'Institut de planification financière est un joueur significatif là-dessus en disant, il y a des gens aujourd'hui qui sont à l'écoute, qui font partie des membres dont tu faisais mention, puis qui ont une solide expérience, qui aimeraient aller pousser plus loin, mais que pour diverses raisons n'avaient pas complété un diplôme de premier cycle initialement. Ce qui fait en sorte que les gens ont dit, bon, ben, je veux y aller, j'ai une solide expérience. Il y a un temps à mettre, hein, c'est quand même une couple d'années et tout ça, mais cet engagement au travers de leur pratique, au travers de leur famille, leur occupation, je salue ça. Je sais que ces programmes-là dont tu viens de faire mention fonctionnent très bien dans les deux cas. Et à chaque année, je pense que de toutes les institutions financières québécoises, on voit de ces gens-là qui y participent. Et moi, j'en suis particulièrement fier de voir ça parce que c'est un engagement que les gens ont pris d'augmenter leur niveau de connaissance. Et ça m'amène à dire que, tu sais, j'aime bien les statistiques. C'est quand même complètement fou de penser qu'au Canada, il y a 500 milliards qui changent d'une pratique à l'autre sur une décennie. Et si on prend ça pour le Québec, c'est 150, 160 milliards. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des différents modèles d'affaires de gens qui écoutent. Il y a des modèles qui vont être plus sur la planification financière, des modèles qui vont être plus sur la sélection d'outils financiers. Puis, ce qui est important, c'est que les gens soient à l'aise dans le modèle qu'ils ont. Je dis souvent à la blague, quand je vois des gens qui disent, hey, ben, par exemple, si je prends le modèle IG, je dis, ben, moi, j'aurais peut-être un intérêt. Ben, j'ai dit, on va prendre un café, peut-être un allongé, parce qu'un petit cours, ça va être long, mais on prend un café puis on va jaser. Je dis, moi, ce que je fais actuellement, quand je vois des gens qui ont une vision similaire, c'est vrai pour des employés, puis des gens que je vois qui disent, ben, moi, Carl, la vision que tu as, moi, je passe beaucoup de temps à parler de la vision. Ça, c'est peut-être ma déformation professionnelle, mais pour moi, c'est tellement important. La vie est courte. On dit, bien, chaque organisation, c'est où on va aller? 1, 3, 5, 10 ans. Est-ce que ça fit avec ce que je veux faire? Est-ce que, puis je prends, ma fille est année, je dis ça parce qu'elle dit qu'elle n'écoute plus, mais je prends la chanson Happier de Marshmello, puis je dis, bien, tu sais, c'est ma responsabilité quand je parle à quelqu'un par rapport à mon rôle que j'occupe aujourd'hui. Si je dérange quelqu'un, je dérange par définition des gens heureux, qui sont heureux dans ce qu'ils font. Heureuses dans ce qu'ils font. Mon devoir, c'est de les déranger et de continuer à le faire uniquement si j'ai une certitude importante. On n'a jamais la certitude à 100%, mais une bonne certitude que je vais les rendre plus heureux. D'où happier, de dire, bien, si quelqu'un est très heureux, puis je l'ai fait à plusieurs fois dans ma carrière, quelqu'un était très heureux, je voyais son modèle d'affaires, puis je reprends, il adore la restauration. Moi, j'offre des sushis. Lui, il a une intolérance au poisson. Je dis, on a des choses, mais c'est peut-être mieux de ne pas venir. Ton modèle d'affaires, tu es heureux, tu es heureuse, tes clients semblent heureux. Il y a de la place pour une diversité et c'est ce qui est intéressant. Moi, ce que je suis, je connais bien les partenaires, je connais bien les différentes organisations au Québec. Mais elle que je connais le mieux, c'est celle dans laquelle je travaille et c'est elle que je vais parler davantage. Et je pense sincèrement, en côtoyant les gens dans les différents organismes que j'ai nommés précédemment, qu'il y a des gens tellement intéressants dans l'ensemble des institutions financières québécoises. Puis, quand quelqu'un décide de venir travailler avec nous, avec moi, on le rend pas bon, il était déjà bon avant. C'est juste de dire, ben, est-ce que collectivement, il y a une vision commune qui est là? Alors, c'est pour ça que j'ai beaucoup de plaisir et je crois qu'on a une société riche lorsqu'on peut garder un nombre important dans différentes industries, d'institutions financières, dans ce cas-ci, qui vont œuvrer puis qui vont avoir à cœur leurs clients. Puis que si on peut collectivement dire, bien, est-ce que si on avait un minimum en tête, est-ce qu'on peut l'élever collectivement? Est-ce qu'on peut le faire? Penses-tu qu'il manque des conseillers au Québec? On est 32 000, 8 quelques millions de personnes, ça fait du monde à s'occuper. Hein? Puis des fois, ce qu'on voit dans des institutions financières ou même des conseillers, un conseiller qui a 1000, 1500 clients, qui n'a pas le choix parce que c'est ce qu'on lui a donné pour le nombre de conseillers qu'il y a dans sa succursale. Mais c'est impossible, à 1500 clients, de faire des planifications de retraite à tout ce monde-là. Puis... Écoute, tu as tellement raison. Je diviserais est-ce qu'il y a de la place énormément? Pour moi, je le vois comme un besoin primaire. Comme dans les situations où les gens disent, hey, si l'économie va moins bien, je vais aller dans les épiceries, hein, parce que les gens doivent se nourrir. Les gens ont toujours des besoins en planification financière. Je pense qu'il y aura toujours de la place, mais je pense que collectivement, dans l'ensemble des institutions financières, on doit prendre la bonne mesure on a une responsabilité envers les individus qui connaissent peu ça puis qui font confiance à quelqu'un. C'est-à-dire, est-ce qu'on a le temps vraiment de s'occuper de ces gens-là? Le dernier 1er janvier 2023,
au niveau canadien, au niveau québécois, évidemment, on a annoncé qu'on allait divulguer des frais, des frais là, de manière encore plus importante et qu'on devait s'y conformer d'ici la fin de 2026. C'est vrai pour les fonds distincts, les fonds communs de placement notamment. Et je trouve que c'est une excellente nouvelle. Le MRC-C2 a permis d'avoir une divulgation des frais à une certaine mesure, mais c'est relativement compliqué. Les gens vont voir là. Et les gens, aujourd'hui, souvent, ne sont pas au courant d'alternatives qui puissent exister. Quand il y a des alternatives, c'est là où le modèle d'affaires est mis et des individus. Est-ce que j'offre le service vraiment pour cette personne-là? Il y a un de mes chums comptables qui dit, dans le fond, il dit, mettons, je compare à notre travail, il fait des T2, les états financiers, tout ça, il dit, je fais des T2, à la fin, je charge au client, puis bon, paye, puis on regarde les détails, le nombre d'heures passées. Et dans le milieu financier, il dit, vous chargez souvent sur une base mensuelle, en fonction de l'actif détenu notamment, frais de conseil. Puis il dit, ça arrive des années où des fois les gens ne sont pas visités. Dans l'exemple que tu donnais, c'était 1000 clients, je ne crois pas que quelqu'un peut être vu chaque année. Puis là, tu dis, dans le fond, vous offrez le service de T2, mais il y a des années où vous ne la donnez pas. Puis l'année d'après, il n'y a pas de rabais. C'est juste comme ça. Alors les gens vont se rendre compte de plus en plus, avec raison, de la somme payée en échange de la prestation de service. C'est vrai quand on va à l'hôtel, c'est vrai quand on va manger au restaurant, c'est vrai, on a toujours cette portion-là. C'est tellement important le travail qu'on fait. Ça ne veut pas dire que l'ensemble des clients ont besoin d'une assistance semblable. Il y a une nouvelle complexité différente. Si on parle à ma fille qui vient tout juste d'avoir 18 ans, qui est mon aîné, ses besoins sont différents de quelqu'un qui est propriétaire d'entreprise. On ne passera pas le même nombre d'heures par année, c'est bien évident. Mais s'assurer qu'on ait l'offre en place, et c'est là où je pense que la technologie va venir donner un gros coup de main. La question se pose, est-ce que le service que je donne est plus important? Puis je ne parle pas d'intelligence artificielle, je différencie bien les deux. Des robots conseillers. C'est ça. Oui. D'aller travailler, puis on travaille, moi personnellement, depuis maintenant, je pense, 10 ans, j'étais avec Wealthsimple, j'ai mis un peu d'argent dedans, juste pour suivre comment ça fonctionne, qui s'en est. Bon, des ETF, quand dans le temps, des FNB, quand les marchés varient pas mal, bon, il y a une variation un peu plus importante, mais j'aime ça voir l'information qui est amenée, de quelle manière ça fonctionne. Puis, je pense que c'est un outil qui peut être intéressant pour apprendre et autres et tout. Mais à mesure où on rentre dans la complexité de la planification financière, là, on a besoin de quelqu'un. Puis c'est pas juste sur la capacité à régler un calcul complexe. C'est de parler à quelqu'un de ce qui nous tient à cœur. De dire, hey, j'aimerais ça m'acheter ma maison en telle année. J'aimerais ça acquérir une entreprise. J'aimerais ça m'assurer que ma famille est bien protégée en quoi qu'il arrive quelque chose. Ça fait des années que les gens peuvent aller sur des plateformes qui coûtent très peu pour acheter eux-mêmes des actions. On peut acheter des assurances en ligne maintenant. On peut faire à peu près tout en ligne. Mais le besoin de service est encore là. Donc, les gens qui ont le côté que je mentionnais précédemment, ce goût important d'aller écouter où les clients veulent aller, puis de dresser des stratégies pour s'y rendre, ont une longue carrière fructueuse devant eux. Et il faut juste pas... J'entends des fois des choses, la technologie, moi, je pense que ça n'aura pas d'impact. Il faut pas, selon moi, c'est pas l'approche à avoir. Je prends souvent, lorsque je fais une présentation sur l'intelligence artificielle, notamment, sur le peu de connaissances que j'ai là-dedans, mais l'intérêt que j'ai assuré, je prends une diapositive que j'ai extraite du film Don't Look Up là, avec Leonardo DiCaprio, qui essentiellement, hein, je ne vais pas faire le divulgateur, là, parce que je pense que c'est assez simple comme concept. Là. Il y a une comète qui s'en vient sur la Terre, il y a 2 spécialistes qui le voient, et c'est même possible de le voir à l'œil nu à un moment donné, mais les gens préfèrent ne pas regarder. Ça ne leur tente pas de regarder. Bon, personnellement, comme plusieurs, on fait des analogies avec le milieu environnemental, plusieurs choses qu'on peut faire, mais pour un instant, comparons-le à notre milieu financier, c'est fascinant ce que la technologie va amener dans notre milieu. Puis c'est même pas de savoir si la technologie peut le faire. Elle peut le faire maintenant. C'est comment les entités vont le déployer. Et tout ce qui est, puis ce que j'ai appris avec le temps, tout ce qui est répétitif dans notre tâche, l'intelligence artificielle est bien meilleure que nous pour le faire. Elle ne prend pas de pause, elle n'a pas besoin d'aller faire un somme, elle n'a pas d'émotion là-dessus. Alors on peut vraiment s'y fier et avoir, je pense que
quand je parle à des comptables, des gens en finance et autres, ben, probablement qu'à un certain moment donné, le niveau de complexité de calcul le plus important que vous allez faire, c'est un examen quelconque dans une université ou un ordre professionnel. Puis après ça, ben, on a besoin que vous vous souveniez de ça pour pouvoir être un bon vulgarisateur auprès d'une clientèle pour expliquer ce qui est pris en considération. Et ça, c'est un changement qui, pour moi, est significatif parce que si je reviens quelques années en arrière, où, par exemple, je travaillais à faire une planification de placement à l'intérieur d'une corporation en tenant compte de l'investissement passif, des fameuses règles, bon, tout ça. Je passais un temps important à faire les calculs, l'utilisation, travailler avec des experts et tout ça, plusieurs heures. Puis bon, après ça, on utilisait des outils pour l'illustrer. On expliquait aux clients tous les éléments qui avaient été pris en considération. Assez rapidement, même avec des logiciels comme Conquest, qui vont utiliser des portions d'intelligence émotionnelle, ben, on va inclure rapidement des hypothèses, des calculs qui vont se faire à l'intérieur même. Ouais. Alors, on va sauver peut-être plusieurs heures et on aura ces heures-là probablement pour mieux l'expliquer, aller à un autre niveau. Puis de poser des questions comme celle-ci. Monsieur Thibault, vous vendez votre entreprise, c'est excellent, vous allez même faire 5 millions au lieu de 4. Ah, c'est le fun. Vous avez 2 enfants qui ont des goûts totalement différents et autres et tout. Est-ce que c'est important pour vous qu'il y ait une certaine équité là-dedans? Est-ce que vous avez pensé à ce que vous allez faire éventuellement? Est-ce que vous avez pensé à des structures pour regarder ça? Vous avez des causes que vous avez à cœur. Est-ce que vous avez pensé à voir comment on pourrait structurer ça en place? Vous vouliez acheter une maison peut-être en Europe? Et vous vérifiez c'était quoi l'impact parce que vous vouliez y aller 3 semaines par année. Je pense que ce serait mieux de louer. Parce qu'il y a des taxes pour les citoyens qui sont non-résidents, qui vous permettraient d'avoir une villa probablement pas mal de fun ces 3 semaines-là. Malheureusement, c'est pas ma vraie histoire. Mais la réalité est que je pense que ça va favoriser ça. Alors, quelqu'un qui dit non, la technologie ne viendra pas, je pense que c'est le plus grand danger et peut résider chez ceux et celles qui disent non. Moi, là, je sélectionne mes 10 fonds communs de placement préférés depuis X années. Puis, c'est mon élément de différenciation. Moi, j'ai un livre que j'aime bien de Michael Vickers qui s'appelle Becoming Preferred. Puis, une des phrases à l'intérieur qui dit le prix d'un service ou d'un produit n'est jamais un enjeu, mais s'il en est un, c'est le seul. Donc, si on a décidé de se différencier par un produit uniquement, par une tarification uniquement, par un rendement uniquement, puis quand je dis uniquement, en passant, j'ai toujours dit à la blague, là, si la planification fiscale réside à ne pas faire de rendement pour sauver de l'impôt, ce n'est pas ce genre-là qu'on veut. Il faut avoir un rendement qui est approprié par rapport au risque qui est pris et autres. Mais pour moi, ces éléments-là vont devenir des éléments qui sont de base qu'il va falloir avoir. Comment on amène une couche de plus? Puis la question que je me pose chaque jour, le plus souvent possible, c'est qu'est-ce qu'on peut amener de plus aux praticiens pour qu'eux autres puissent amener de plus à leur clientèle? Qu'est-ce qu'on peut faire dans cet écosystème québécois pour donner un coup de main, pour aller plus loin dans la complexité, mais de poser des questions qui sont tellement importantes? Puis ça, je pense que tout le monde va être gagnant. Parce que si on est dans le jus pour ne serait-ce que opérationnaliser certaines tâches administratives, on n'aura pas le temps, c'est juste humain d'aller pousser aussi loin qu'on devrait. Alors, je vois ça quand même très positif, mais oui, il y a des besoins qui sont très importants pour les gens qui veulent aller dans cette industrie-là, en se différenciant dans leur propre offre de service. Puis pour moi, si je reviens chez mon rôle chez IG, ça m'a pris pas mal de temps à savoir qui on était, mais probablement encore plus long à savoir qui on n'était pas. Puis mettons qu'aujourd'hui, on est un cercle, puis qu'une autre institution financière, c'est un triangle. Les triangles ou les cercles, c'est pas une figure géométrique qui est meilleure l'une que l'autre. C'est juste savoir qui on est. Et à une certaine époque, j'aurais pu être tenté de dire hey, un triangle, ça rentre d'un cercle. Oui, c'est vrai, dans certains égards, ça peut fonctionner. Mais il y a des écarts. Puis ça peut venir agaçant pour les individus de dire non, c'est correct, ça fit, là, mais c'est pas ça. La vie est courte, là. Il faut avoir du fun. Puis trouver une organisation, une occupation qui fait qu'on a du fun à le faire, puis que en bout de ligne, ben, les valeurs là, qui sont illustrées, la vision, ce soit commun. Mais assurément, je poserais beaucoup de questions. Si quelqu'un me disait, moi, la technologie, je pense que ça n'aura aucun impact, ben, je dirais, juste regardons ce qui s'est fait depuis COVID, on peut voir, là, puis c'est une blague que je dis souvent, là, ça devait être bien long programmer tout ça, d'être sans papier. J'agace souvent les gens en technologie.
chez IG, je leur dis, ben écoutez, en 2 semaines, on était drôlement vite. Hein? Il faudrait qu'on reprenne ce bout-là, puis le ramener. Mais effectivement, là, donc des besoins de praticiens, mais aussi de relève. De relève, 500 milliards au Canada, au-delà d'une centaine de milliards au Québec qui changent de main. Donc, des gens intéressés, il y a des besoins. Mais je pense qu'on doit tous et toutes collectivement regarder l'offre qu'on a en place. Est-ce qu'elle fait le, excusez-moi l'expression, le fit test du 1, 3, 5, 10 ans par rapport à où on va comme tel? Parce que là, tu parles de relève un peu. C'est quoi la moyenne d'âge des conseillers chez IG? L'industrie est quand même assez âgée aussi. Là, mais en fait, je pense qu'il y a une moyenne qui est quand même bien. C'est juste qu'il y a une médiane assez... Il y a beaucoup de plus âgés. Là. Fait qu'évidemment, si ces gens-là, demain, quittent l'industrie, oui, l'intelligence artificielle peut donner un coup de main, mais les gens vont peut-être avoir tendance à se retourner vers le robot. Moi, je pense que le robot... En fait, on l'a vu même chez Wealthsimple, puis corrige-moi si je me trompe, là, mais il y a beaucoup d'actifs qui rentrent, mais il y a parfois des gros actifs qui ressortent. Et justement, on se retrouve au moment de vendre, puis Wealthsimple ne peut pas m'aider à vendre et à structurer mes trucs. On voit souvent, puis il y a eu aux États-Unis plusieurs études qui ont été faites qu'à aller, puis je n'ai pas le chiffre exact, mais de mémoire, c'était jusqu'à 300 000 $, c'était pas pire. Puis oups, quand les besoins complexité arrivait, on a besoin de gens. Et oui, il y aura besoin de cette relève-là. L'industrie québécoise est semblable à la moyenne canadienne, donc au-delà de 52 ans. Et moi, ma vision des choses, si je regardais, c'est de dire, bien, on a des gens de qualité en place, comment on peut faire pour mieux les aider? Donc, comment on peut mieux structurer là, pour mieux les aider, eux, à croître, à profiter des opportunités? Mais en même temps, il y a des gens aussi qui ont des plans de relève, qui veulent aller là. Bien, on essaie de le planifier au moins 5 ans à l'avance, comme tout transfert d'entreprise, alors comment on va le faire? Et pour réussir à bien faire ça, bien, j'ai besoin de ressources. La ressource, elle vient de 2 endroits. Ça peut être des gens de l'industrie qui ont un excellent succès, puis que pour diverses raisons, on dit, bien, la vision que j'ai n'est peut-être pas alignée correctement avec la vision de mon organisation. J'aimerais ça qu'on jase, puis s'il y a un fit, peut-être on va le faire. Mais ça, c'est une portion qui sert, mais la grosse portion de croissance organique. Aussi, je crois beaucoup dans la relève universitaire, énormément. On a un système, un programme de stage depuis au-delà de 10 ans qui permet d'aller faire vivre l'expérience en planification financière et qui permet de dire, bien, est-ce que j'aurai un goût pour ça? Puis si oui, bien, dans nos modèles en place, on peut les faire joindre à une équipe ou autre, ou être la relève potentielle de ces gens qui cherchent à aller vers la retraite. Et ça, pour moi, c'est important. Il y a des gens, vous dites, tu prends-tu juste des gens de l'industrie? Non, des gens de l'industrie assurément, mais quasiment tous les jeunes qu'on prend, toutefois, ont passé par un programme de stage. Un processus de 3 entrevues, c'est bien. Un processus de 15 à 18 semaines, bien, je trouve que c'est bien de part et d'autre. Hein? On va faire une vérification diligente, mais pas juste d'un côté, de part et d'autre. Est-ce que ça me plaît, ça? Puis, tu sais, j'enseigne depuis longtemps. C'est pas toujours simple, après une formation universitaire, de dire j'ai suivi tel cours, donc forcément, je vais aimer telle profession. Particulièrement, on va se dire, en finance, en comptabilité, il y a tellement de choses qu'on peut faire. Bon, en médecine, si on se spécialise, bon, à un moment donné, il y a ça en pharmacie et autres. Mais dans le milieu finance, comptabilité, c'est tellement divers ce qui peut être fait. Alors, de justement dire, bien, est-ce que c'est une sphère? Moi, j'ai toujours dit, j'aime ça chasser l'indifférence, pardon. J'aimais ça le faire en enseignement, j'aime encore le faire là, c'est de dire, bien, après ce cours-là, est-ce que c'est certain que ça m'intéresse vraiment pas? Parfait. Ou, ouais, bien, je pense que j'ai un intérêt. Comment cette portion-là, que je pense que j'ai de l'intérêt puis je me débrouille, comment je peux l'implanter au quotidien pour que j'en fasse plus de ça? Et ça, bien, c'est un peu la même chose, d'où le fait qu'on a ces programmes-là en place. Puis en bout de ligne, il y a des gens qui ont adoré leur expérience, mais qui ont dit, bien, c'était parfait, mais c'est pas pour moi. C'est parfait. On va avoir sauvé du temps à ces gens-là, à des potentielles organisations aussi futures par rapport à ça. Mais moi, c'est important. La relève, le dynamisme, puis, tu sais, je pense qu'il y a toujours eu des excellentes personnes à tous les âges. C'est encore vrai aujourd'hui. Je pense que les jeunes aujourd'hui qui sortent de l'université ont des capacités à utiliser les technologies qui sont inégalées dans le passé. Capacité aussi je pense, à aller un peu plus sur l'humain, côté émotionnel et autres, bien qu'on utilise beaucoup les technologies, là, mais je pense ça. Puis je trouve que ça fait un bel amalgame. Je pense que des équipes multidisciplinaires, mais multidécennies en âge, je trouve que ça fait un super bon mix. Et ça permet là, justement de créer une richesse. Et je pense d'avoir une offre aussi qui va servir. Je pense qu'aujourd'hui, on doit servir les clients sur la durée de vie à eux,
mais aussi de leurs parents, de leurs enfants, et de s'assurer qu'on peut avoir un accompagnement. Puis si, bon, j'ai un conseiller expérimenté qui fait l'excellent travail, qui a 65 ans, qui dit, moi, je vais aller travailler avec le petit enfant d'un de mes clients qui a 19 ou 20 ans, puis qui me parle beaucoup de TikTok et autres et tout, il peut être très connaissant, mais probablement qu'ils vont moins s'entendre sur certaines sphères. On tente d'aligner le plus possible, d'avoir des gens qui vont fitter au niveau des générations, puis de dire, mais comment on travaille dans une équipe, oui, multidisciplinaire, qui est tellement importante, mais en même temps aussi, qui est multi-âge, si on peut dire. Carl, je vais terminer avec la chaire. Oui. La chaire, c'est un beau projet avec l'Université Laval, avec IG. Comme ça que tu me parlais tantôt, Un teaser, là. Teaser du 24 mai prochain que j'ai noté ici. Mais c'est quoi les objectifs de la chaire? Tu sais, c'est donner de l'information aux conseillers. J'aimerais ça t'entendre un peu sur l'objectif, la mission de la chaire. Mais, premièrement, merci. C'est un sujet qui me passionne. C'est vraiment des sujets qui me passionnent le plus. J'en profite pour remercier tous les titulaires qui ont été là dans les années, mais particulièrement les 2 derniers qui font avancer beaucoup actuellement. M. Chrétien qui était là avant, M. Stéphane Chrétien. On a Gabriel Power aujourd'hui qui est titulaire. Ils ont réussi à mettre en place, moi je fais partie du comité directeur, avec le comité directeur, une plateforme inégalée qu'on n'avait pas eu avant, qui est une table de concertation qui reprend les différents joueurs que je mentionnais tout à l'heure, des organisations qui travaillent ensemble. La mission de la chaire, c'est de s'assurer de dire de quelle manière on peut mieux amener une littératie financière au sein de la population, de quelle manière on peut s'intéresser à des pans de la recherche comme l'intelligence artificielle. On est en train actuellement de faire un travail majeur à voir de quelle manière on va aller voir ce qui se passe dans l'écosystème québécois sur la perception, où on en est. Donc, très senti, la recherche appliquée à où on va avec une équipe de chercheurs qui vont donner un coup de main, mais aussi d'une ouverture et d'un devoir de peut-être amener un niveau de connaissance qui sera encore plus approprié pour les praticiens de cette industrie-là aussi. Et de faire en sorte qu'au grand public aussi, on sorte à chaque année, comme celle du 24 mai, mais l'année passée, c'était sur le transfert d'entreprise. Il y a une ouverture au grand public qui dit, voici où on en est. Puis voici ce que les joueurs de l'industrie, mais voici où on en est avec les différents organismes qui encadrent de près ou de loin, puis qui travaillent ensemble de près ou de loin. Puis cette fameuse table de concertation qui a maintenant lieu à 2 fois par année. C'est extraordinaire d'avoir les gens des organisations, des organismes que je mentionnais précédemment, qui travaillent ensemble, puis que souvent on vous dit, ça va être long, hein, vous organisez tout le monde ensemble. Mais c'est incroyable à la vitesse qu'on œuvre là-dedans, que les gens sont prêts à mettre du temps. Vous savez, c'est bénévole, ces choses-là. Et les gens sont tous et toutes très occupés, mais ils mettent un temps fou parce qu'ils ont à cœur cette portion. Et ça, je trouve ça extraordinaire. C'est sûrement une des choses qui me rend le plus fier de pouvoir en faire partie et de dire, comment collectivement, là, on peut amener un environnement financier, parafinancier, si on peut dire, qui va être encore plus élaboré. Et ça, c'est pas fini. On fait juste avancer. Il y a déjà un paquet d'idées qui sont là. Parce qu'elle n'est pas vieille, cette chaire-là. Non, mais tu sais, elle a débuté il y a à peu près une décennie, mais au début, on sait ce que c'est, une nouvelle chaire, on met les choses en place. Mais elle a pris une vitesse là, depuis 3-5 ans de manière importante et un engagement. Puis je ne commencerai pas à les énumérer, l'ensemble des gens qui y participent activement, parce que j'en oublierais certainement. Mais c'est impressionnant. Puis d'aller voir sur le site de la chaire ce qui est fait là. De travailler avec d'autres chaires aussi, la chaire en entrepreneuriat de Laval, mais aussi de d'autres universités. Et ça, c'est ce qui rend ça pas mal riche. Et je suis bien heureux de pouvoir donner mon humble contribution à cette portion-là aussi. Mais je pense que ce genre d'initiative-là va faire en sorte qu'on va amener en bout de ligne une offre qui est encore plus appropriée pour la clientèle québécoise. Autant ces différents organismes-là vont desservir via leurs membres, mais aussi une meilleure collaboration. Dans une complexité, quoi de mieux que de collaborer ensemble. Tout à fait. Carl Thibault, vice-président chez IG, Gestion de patrimoine Québec et Atlantique. Merci d'être venu au balado. Vraiment apprécié, puis je suis convaincu que les auditeurs vont apprécier. Merci beaucoup à toi. Merci pour l'invitation. Ça fait un grand plaisir de te parler une fois de plus également. Merci beaucoup.